Retour à l'essentiel, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On va plus loin à présent avec Patricia Alémonière. Bonjour Patricia. Et Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Au sommaire, la Russie prête à la guerre avec les Européens. Déclaration martiale de Vladimir Poutine juste avant sa rencontre avec la délégation américaine, venue lui présenter la dernière version de leur plan de paix pour l'Ukraine. Steve Witkoff et Jared Kushner sont en ce moment même au Kremlin. Donald Trump lui gracie l'ancien président du Honduras tout en mettant la pression maximale en faveur d'un membre du même parti candidat à l'élection présidentielle de dimanche dernier et dont on attend toujours de connaître les résultats. C'est tout de suite, on va plus loin. On parlera du Vénézuela. C'est la rencontre qu'on annonçait comme cruciale entre Steve Witkoff, l'émissaire américain, et Vladimir Poutine, en ce moment même à Moscou. Objectif présenté à la dernière version du plan de paix américain pour l'Ukraine, amendé après les pourparlers ces derniers jours en Floride entre négociateurs ukrainiens, européens et américains. Et si le président russe avait déjà donné le ton de sa réponse, écoutez-le en tout cas avant d'accueillir la délégation américaine, répondant à une question sur l'Europe. Nous n'avons pas l'intention de combattre l'Europe, je l'ai répété 100 fois. Mais si l'Europe décide soudainement de nous déclarer la guerre et de la déclencher, nous sommes prêts dès maintenant. Avec l'Ukraine, nous agissons de manière chirurgicale, prudente, vous comprenez ? Il ne s'agit pas d'une guerre au sens moderne du terme. Si l'Europe choisit de déclencher une guerre, la situation pourrait très rapidement atteindre un point où il ne restera plus personne avec qui négocier. Patricia Alémonière, on reviendra dans un instant sur le fond du contentieux, y compris territorial entre Russes et Ukrainiens. Mais d'abord, comment interprétez-vous ce propos de Vladimir Poutine ? Alors, je vais mettre deux images en parallèle. Son sourire et son extrême apparemment cordialité avec les envoyés spéciaux de Donald Trump, et puis ce ton un peu plus martial et posé, et juste à la fin un petit peu menaçant vis-à-vis de nous. Alors, ceci dit, mis à part, quittons le gestuel, il fait toujours ça. C'est-à-dire que vous avez remarqué la menace nucléaire, parce que là, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il oublie juste que s'il déclenchait, s'il y avait une guerre nucléaire, il n'y aurait pas plus de Russie que de France. Enfin, il faut être clair là-dessus, parce que les sous-marins, ils sont sous l'eau, et même si la France est anéantie, les sous-marins peuvent lancer leur charge. Donc, mais chaque fois, il fait la même chose. Et alors, il faut noter que chaque fois, c'est qu'il se sent un peu en position délicate. C'est pas quand tout se passe bien pour lui, c'est quand ça se passe pas très bien. Alors là, ça se passe pas très bien à deux niveaux, parce que je crois que même s'il a les hommes les plus favorables pour lui du monde en face de lui, avec Witkoff et Kushner, il sent bien que quand même, là, il va falloir quand même un petit peu faire quelque chose. Et puis sur le terrain, il n'arrête pas de nous annoncer qu'il a pris Pokrov et qu'il a pris Kupiansk. Mais enfin, non, ça se bat encore. Ce n'est pas gagné. Et les calculs qui sont faits par les instituts un peu savants que je ne suis pas, effectivement, disent qu'il faudrait presque 2 ans pour conquérir, voire plus pour certains, pour conquérir le reste des terres manquantes dans l'oblast de Donetsk. Donc, on est très loin d'une victoire. Donc, si vous voulez, là, je crois qu'il joue le jeu, il fait monter la pression, comme que dans chaque négociation, avant que chaque négociation, on fait monter la pression. Et lui, c'est un grand stratège, c'est un homme qui connaît comment faire de la diplomatie, résister, tenir. Certains disent que c'est la théorie Gromyko. D'autres diront que c'est la théorie, c'est la stratégie poutinienne. Bref, en tout cas, il tient, il menace et il veut conquérir les territoires qui font partie de ce qu'il considère être la Russie jusqu'à nouvel ordre. Faut-il prendre ces menaces au sérieux ? Est-ce d'ores et déjà la porte fermée à toute négociation possible ? En tout cas, pour commencer, ou en tout cas en préambule de cette arrivée de Steve Witkoff et Jared Kushner, le message est particulièrement clair. Et pour compléter ce qui a été dit sur Vladimir Poutine, il a eu aussi une autre phrase. Ils n'ont pas de programme de paix. Une façon de dire que ce texte qui a été passé au tamis des Européens n'est pas, selon lui, de nature à apporter la paix. Alors, il l'a répété ces derniers jours et ces dernières heures. C'est toujours le même objectif, celui qui avait été évoqué
lorsqu'il parlait d'opération spéciale, dénazification, démilitarisation. On a l'impression que, de toute façon, tous ces allers-retours, parce qu'il y en a eu plusieurs, Steve Witkoff, ce n'est pas la première fois qu'il le rencontre, ne servent strictement à rien avec Vladimir Poutine. Il a même eu cette phrase, peut-être que si on continue comme ça, il n'y aura plus personne pour négocier. Et clairement, il est dans une espèce de dramaturgie, mais aussi dans une posture peut-être qui trahit, comme vous le disiez, une certaine inquiétude ou une certaine fébrilité, de dire de toute manière, on va continuer, on va écraser les Ukrainiens. Et sans doute que Vladimir Poutine sait que ce genre de discours peut résonner à l'oreille de Donald Trump, qui a plutôt tendance à se mettre du côté du plus fort. Et oui, la navette diplomatique chère à Kissinger peut être stérile cette fois-ci. En tout cas, Vladimir Poutine accuse les Européens de vouloir empêcher les efforts américains visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Sous-entendu, ce n'est pas lui, ce n'est pas la Russie qui bloque, ce sont les Européens qui font monter les enchères de sorte que c'est inacceptable pour eux. Cette déclaration, Patricia Lemonnier, est-ce qu'elle complique les efforts américains ou bien au contraire, est-ce qu'elle les conforte dans leur position de médiateur, les États-Unis? Eux qui se sont même extraits de l'OTAN dans les 28 points américains, ce qui a surpris nombre d'observateurs. Deux choses. Vis-à-vis de l'Europe, Poutine et le président Trump poursuivent le même but. C'est la dislocation, la désagrégation de l'Europe, la désunion, etc. Donc, et pour eux, l'Europe n'existe pas, elle ne doit pas exister. Donc, en ce sens, en nous accusant d'être les responsables, et ça c'est le deuxième point, en nous accusant d'être les responsables de la guerre, il se dédouane vis-à-vis de Trump et il apparaît comme le bon élève de la classe. Lui, il veut la paix. Simplement, il faut qu'on lui donne ce qui lui revient. Et donc, il apparaît comme le bon élève de la classe et prêt à faire des accords avec Donald Trump. Alors, qu'est-ce que viennent faire ces deux hommes? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même Jared Kushner. Alors, homme d'affaires par excellence, les deux, c'est des businessmen. Mais pourquoi Donald Trump a voulu que Steve Witkoff, qui semblait ne pas avoir bien compris le message lors de sa dernière visite, puisque ça a donné le fiasco de l'Alaska, peut-être qu'il s'est pensé qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un pour voir si... le cornac. Le cornac, en quelque sorte. Et s'il allait bien rapporter ce que Poutine lui disait, parce qu'il était un peu inquiet, et peut-être un peu inquiet Trump à ce niveau-là. Donc c'est intéressant de voir ce tandem, même si les deux hommes s'entendent sur le plan des affaires. Ça prouve quand même que Trump a un certain doute sur la bonne oreille de Steve Witkoff, qui est effectivement fasciné, on le voit, par aussi le personnage qu'il a en face de lui, et pas seulement par l'idée de faire des affaires. Crédité pour sa créativité sur Gaza, par exemple. Exactement, et d'ailleurs, Jared Kushner, on a senti que le courant était beaucoup plus passé avec les négociateurs ukrainiens. D'ailleurs, les négociateurs ukrainiens, lorsqu'ils ont remercié tout le monde, ont parlé de Jared Kushner, ont parlé de Marco Rubio, mais n'ont pas évoqué le nom de Steve Witkoff. Donc sans doute que chez Donald Trump, il s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un Jared Kushner dans la balance, d'autant que l'autre négociateur présent côté russe connaît Jared Kushner, et donc ça pourrait Kirill peut-être... Dmitriev, Exactement, qui a fait Harvard, qui connaît très bien les États-Unis, tout en connaissant très bien les rouages de la Russie. Donc peut-être que du côté de Donald Trump, on s'est dit que ça pourrait rééquilibrer, d'autant plus qu'il y a eu toutes ces accusations, notamment avec cette conversation qui avait émergé autour de Steve Witkoff. Avec Kouchakov, qui lui est présent aussi d'ailleurs à ces négociations. On va voir à présent sur quoi se fondent les prétentions russes. En images avec Julien Dubois. Sur le front, la Russie est en position de force avec une avancée significative. Elle a revendiqué hier la prise de Pokrovsk, une ville clé pour l'armée ukrainienne. Kiev affirme que les combats se poursuivent dans la ville. En un mois, les Russes ont pris 701 km² de territoire aux Ukrainiens, une des conquêtes les plus importantes en plus de 3 ans de guerre. La semaine dernière, Vladimir Poutine affirmait une de ses conditions pour parvenir à la paix. Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire. Le président russe n'a pas précisé s'il parlait uniquement des territoires de Donetsk ou Louhansk, ou s'il incluait Kherson et Zaporijia dans cet ultimatum, 2 régions où les forces ukrainiennes résistent encore. Vladimir Poutine souhaiterait aussi que la Crimée, annexée en 2014, soit reconnue comme russe, y compris par les États-Unis. C'est en tout cas ce qui figurait dans la première version d'accord en 28 points, présentée il y a plus d'une semaine.
Un premier projet d'accord jugé très favorable à la Russie, qui a depuis été amendé, notamment lors de négociations à Genève. Sur le plan militaire, Moscou refuse depuis plusieurs mois un cessez-le-feu et aimerait une réduction des effectifs de l'armée ukrainienne et également une non-intégration de son ennemi à l'OTAN. Alors que les discussions américano-ukrainiennes ont été jugées productives par les deux parties ces derniers jours, reste à savoir si la rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine n'entraînera pas une nouvelle volte-face de la diplomatie américaine concernant la question ukrainienne. Patricia Lémonière, sur quoi, d'après vous, Vladimir Poutine est-il prêt à négocier ? Alors, il y a 2 points qui sont essentiels pour les Européens en particulier. C'est l'aspect territorial, d'accord, puisque les Ukrainiens ne veulent pas lâcher les fameux oblasts qu'on a vus, la partie des oblasts qui n'est pas conquise par la Russie. Ils ne veulent pas lâcher. Donc, il y a la partie effectivement territoriale et savoir où se dresserait la ligne de pause, plus que de cessez-le-feu, j'ai envie de dire. Nous, on souhaite, enfin, les Ukrainiens souhaitent plutôt que ça soit sur la ligne de front actuelle, et donc les Russes, ce soit tous les oblasts. Oui, parce que sinon, pour qu'on comprenne bien, ça voudrait dire qu'on demanderait à l'armée ukrainienne de se retirer de territoires qui lui appartiennent. Voilà, et pour lequel elle s'est battue et qui assure en partie sa défense aujourd'hui, et que l'on sait, je vous ai dit, 2 ans peut-être pour les Russes pour pratiquement conquérir la région de Donetsk. Donc vous voyez, pour Vladimir Poutine, c'est tout bénef, c'est des économies en hommes, en argent, en munitions, tout ce que vous voulez. Donc, etc. Donc il y a ce point-là qui est très important pour les Européens et pour les Ukrainiens. Et l'autre point, c'est les garanties de sécurité. Et je ne sais pas si ces 2 hommes qui sont en face de Poutine ont le cerveau, j'ai envie de dire, fait pour ce genre de discussion. Je pense qu'ils ont plutôt le cerveau fait pour dealer sur l'Alaska, pour dealer sur l'Antarctique, pour dealer sur Exxon qui reviendrait en Russie, etc., que sur ces questions territoriales qui tiennent particulièrement à cœur aux Ukrainiens et aux Européens. Et la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que Donald Trump, à tout prix, veut se sortir de cette guerre parce qu'il en a marre, parce que sa base MAGA râle qu'on dépense trop d'argent, etc., dans cette guerre, et donc serait prêt à stopper, et à stopper quoi ? Le renseignement. Et à stopper les livraisons d'armes qu'il accepte de faire aux Européens, qu'on lui achète pour les donner aux Ukrainiens. Si jamais il nous coupait l'achat des armes, et à nous, Européens, pour les livraisons aux Ukrainiens, et il coupait aux Ukrainiens le renseignement, je pense que... Il l'avait fait d'ailleurs pendant quelques semaines, et on a vu les résultats, très peu de temps, on a vu les résultats très rapidement. Il pourrait y avoir une victoire par chaos de la Russie si les Américains... si les Américains le décident, clairement, il pourrait y avoir une victoire. Qui oblige d'une certaine manière les Européens et les Ukrainiens à rabaisser leurs prétentions dans cette négociation, Karim Ayaoui. En tout cas, si les Américains décident d'arrêter le renseignement et d'arrêter l'aide à l'Ukraine, automatiquement pour les Européens, ça devient extrêmement compliqué. On a vu que depuis des années, ils avaient énormément de mal à tenir leurs promesses, énormément de mal à fournir du matériel. Et ce n'est pas les avions de combat qu'a annoncé Emmanuel Macron qui vont changer la donne, puisqu'ils ne vont pas arriver avant des années et des années. S'ils arrivent, c'est un protocole. Donc tout ça rend les choses extrêmement complexes pour l'Europe. Et l'avenir de l'Ukraine n'est pas entre les mains des Européens aujourd'hui, ni entre les mains des Ukrainiens. Avez-vous au moins le sentiment que depuis la fin de semaine dernière, après la stupeur née de la publication de ce plan 28 points, Donald Trump s'est rapproché des positions européennes et ukrainiennes? Alors Donald Trump, c'est comme ça, c'est un yo-yo. En fait, quand un jour il va dans un sens, un jour il va dans un autre. Si il apprend que sa base râle trop, hop, il repart dans le sens pro-européen, etc. Donc c'est excessivement difficile de savoir. Ce qu'il y a chez Donald Trump, c'est une permanence. Il est contre l'Europe. Il est contre le droit, il se moque du droit, et donc il est pour ses intérêts personnels et après les intérêts de l'Amérique. Et toute sa politique est centrée autour de ça. Et si on ne le comprend pas, on en paye les conséquences. Et nous, on s'est réveillés trop tard, on ne s'est pas encore complètement réveillés. Les Ukrainiens se sont réveillés un peu plus tôt, parce qu'ils ont fait beaucoup de progrès sur le plan de l'armement. Ils ont maintenant des missiles qui peuvent aller de longue portée. Bon, ils n'en ont pas suffisamment, etc. Mais... ils ont fait d'énormes progrès. Alors pour tous ces missiles, etc., il leur faut effectivement du renseignement. Toujours la même question. Pour l'instant, Volodymyr Zelensky lui doit voir dans ces négociations un moyen que cherche la Russie d'affaiblir les sanctions qui pèsent sur elle. C'est le seul but aujourd'hui pour les Russes de négocier ? De toute façon, les Ukrainiens et les Européens étaient extrêmement circonspects par rapport à ces négociations qui se jouent du côté de Moscou. Clairement, pour Volodymyr Zelensky, il y a très peu
très peu de chances que ça change quoi que ce soit. Il a sans doute cette perception que voilà, le plan a été amendé, il va être présenté par Steve Witkoff, et puis les Russes vont dire ah bah non, on n'en veut pas, et puis sans doute que ça va s'arrêter là, puisque par le passé, c'est un peu ce qui s'est passé. À chaque fois, les Russes ont refusé, que ce soit un cessez-le-feu, que ce soit un projet d'une éventuelle possibilité de marcher sur le chemin de la paix. À chaque fois, ça a été refusé. Donc, du côté de Volodymyr Zelensky, il n'y a pas tellement d'espoir quant à ce que... D'ailleurs, il l'a souligné à maintes reprises. Il l'a souligné à chaque fois qu'on est allé chercher les Russes pour essayer de négocier. Donc, clairement, de son côté, il n'y a pas d'espoir particulier. Alors, la seule chose positive là-dedans, c'est que après avoir eu des tentatives de médiation européenne, là où on a eu je dirais pas un plan, mais une ébauche de quelque chose côté américain, même si c'est soufflé une grande partie par les Russes, on est bien d'accord. Enfin, il y a quelque chose. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu quelque chose venant de l'Europe. Oui, et puis il y a quelque chose qui n'est pas acceptable pour les Ukrainiens, en tout cas. Mais, bon, il y a quelque chose sur lequel parler, en tout cas. Alors que Vladimir Poutine se dit prêt à la guerre avec l'Europe, les États-Unis, eux, montrent les muscles dans ce qu'ils considèrent comme leur sphère d'influence, l'Amérique latine. Interrogé sur le Venezuela et l'accusation d'avoir ordonné l'exécution de l'équipage d'un navire qu'il soupçonnait d'être des trafiquants de drogue, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, s'est dit prêt à poursuivre la lutte contre ces embarcations. Écoutez. Il s'agit de poursuivre les narcoterroristes et les organisations terroristes désignées dans notre propre hémisphère. Comme je l'ai déjà dit, je le répète, nous venons seulement de commencer à attaquer les bateaux de narcotrafiquants et à envoyer les narcoterroristes au fond de l'océan, car ils empoisonnent le peuple américain. Joe Biden a tenté d'aborder la question avec des gants et leur a permis de franchir la frontière. Les cartels prennent le contrôle de communautés entières, 20 millions de personnes, des centaines de milliers d'Américains empoisonnés. Le président Trump l'a dit, nous, on ne va pas prendre de gants. Alors on le disait, fragilisé par les révélations de ces frappes successives contre ces navires. Déclaration de défiance, alors que lui et l'amiral Frank Bradley, à la tête du commandement des opérations spéciales des forces armées américaines, sont dans l'œil du cyclone pour avoir ordonné ces frappes. Ils vont, si besoin, ils sacrifieront l'amiral. Mais Trump l'a dit. Pete Hegseth, c'est le héros de la guerre d'Irak. Enfin, ce qui n'est pas vrai, mais bon, il était en Irak, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas le héros de la guerre en Irak. Donc, il ne va pas sacrifier pour un premier... Ils trouveront un lampiste, en l'occurrence l'amiral qui n'est pas complètement lampiste, mais au-delà de ça, écoutez Pete Hegseth, oui, on chasse les trafiquants, et en même temps, qu'est-ce que fait Donald Trump, comme vous l'avez dit dans votre annonce, en présentant cette émission ce soir? Il libère le plus grand mafieux trafiquant de drogue qui était incarcéré aux États-Unis, qu'ils avaient réussi à choper et à mettre en tôle. Condamné à 45 ans. Voilà. Ancien président, oui. Voilà, l'ancien président, mais qui était connu pour être à la tête de cartels, quand même. Eh bien, il le libère. Donc, si vous voulez, c'est deux poids, deux mesures. Dans son pays, de l'ancien président, effectivement, il y a un régime qui risque d'être aligné sur Trump, qui risque d'arriver au pouvoir. On va savoir les résultats dans très peu de temps. Donc, tout ça lui convient très bien. Donc même s'il y a des cartels de la drogue, c'est pas grave, ils sont alignés sur les États-Unis politiquement, parce qu'il y a cette dimension politique chez Trump. Il faut qu'on soit dans cet illibéralisme économiquement libéral, mais illibéral au niveau du droit. Et donc on se moque du droit sur le plan, et donc on bombarde les régimes qui nous plaisent pas. Sur la mer, pour l'instant, on va voir plus tard. Comme avait dit Reagan à propos des contras, ce sont peut-être des salopards, mais ce sont nos salopards. Nos amis. Voilà. Il avait même employé ce terme. Voilà. Le Venezuela a annoncé que le président Nicolas Maduro avait à nouveau autorisé les vols de rapatriement de migrants clandestins vénézuéliens depuis les États-Unis, à la demande de Washington, signe d'un apaisement après que Donald Trump a déclaré fermer l'espace aérien vénézuélien. Karim? Non, je ne pense pas que ce soit un signe d'apaisement. Il y en a déjà eu il y a quelques semaines des rapatriements de Vénézuéliens à direction le Venezuela. Et puis Donald Trump a donné un petit coup de fil il y a une dizaine de jours pour inviter Nicolas Maduro à quitter le pouvoir le plus rapidement possible, en disant que c'était plutôt sympa en ce moment du côté de la Russie ou de la Turquie. Pour rebondir sur ce que vous disiez et sur ces exécutions extrajudiciaires, puisqu'elles en sont, moi j'ai pas l'impression que Pete Hegseth et Donald Trump soient
chamboulé ou soit jeûné aux même entournures. Inquiet que la justice américaine, à un moment ou à un autre, vienne leur chercher des poux dans la tête. Pour rebondir aussi sur ce flot de drogue qui arriverait aux États-Unis, la cocaïne qui part du Venezuela, elle va en Europe. Oui. Celle qui va aux États-Unis, elle passe par la Colombie. Donald Trump a parlé aussi du fentanyl qui ne passe pas non plus par le Venezuela. Donc on comprend bien que tout ça est un rideau de fumée. Non seulement il y a des exécutions extrajudiciaires et on tape sur les bateaux qui passent, et en plus l'argument avancé est totalement faux. Donald Trump, vous l'avez dit, qui se mêle donc aussi des affaires intérieures du Honduras, alors qu'il pèse de tout son poids en faveur d'un des candidats à l'élection présidentielle qui avait lieu dimanche. Voilà qu'il gracie l'ancien président hondurien du même parti national, Juan Orlando Hernández, condamné à 45 ans de prison, pas pour rien, aux États-Unis, pour trafic de drogue. Florent Rodeau. Condamné à 45 ans de prison pour trafic de drogue, puis gracié par Donald Trump en pleine guerre ouverte contre les narcotrafiquants latino-américains. Le cas de Juan Orlando Hernández a de quoi interpeller. Président entre 2014 et 2022 du Honduras, l'un des pays les plus violents d'Amérique latine, cet avocat de formation a été reconnu coupable de trafic de drogue international l'an dernier. La justice américaine lui reproche d'avoir aidé à expédier des centaines de tonnes de cocaïne aux États-Unis en utilisant l'armée et la police hondurienne pour acheminer les cargaisons illicites. Lors de son procès en 2024, des témoins l'ont décrit comme le protecteur de grands trafiquants de cocaïne, à commencer par le célèbre baron de la drogue mexicain Joaquín Guzmán, dit El Chapo, des accusations que l'intéressé rejette. Il est faux de dire que j'ai reçu ou accepté de l'argent de ces délinquants. Les progrès réalisés dans la lutte contre le trafic de drogue ont été reconnus et salués à l'échelle internationale. C'est pourquoi je maintiens mon engagement et ma conviction de continuer à lutter sans relâche contre le crime organisé sous toutes ses formes. Annoncée par sa femme sur les réseaux sociaux, la sortie de prison de Juan Orlando Hernández survient alors que deux candidats de droite sont au coude à coude dans son pays pour remporter la présidentielle. Parmi eux, Nasri Asfoura, soutenu par Donald Trump. Après avoir menacé de couper les fonds américains en cas de défaite de son candidat, cette libération ressemble fort à une nouvelle tentative d'ingérence de Donald Trump dans la politique hondurienne. Patricia Lémonière, avez-vous souvenir d'une ingérence assumée à ce point par les États-Unis? En général, c'était plutôt caché. On se souvient d'Oliver North qui avait été condamné pour avoir précisément justement financé les contrastes. Là, on est quand même dans un cas de Donald Trump qui dit tout. C'est-à-dire qu'on avait des ingérences avant, quand même au XXe siècle, on en a eu de nombreuses, dont celle que vous citez, mais ce n'était pas directement le président qui assumait. Là, franchement, c'est aujourd'hui le président qui assume et qui dit « vous votez pour celui-ci ». Et je vous donne tant de milliards d'euros comme en Argentine, je viens à votre rescousse, et donc pas de problème. Là, il dit à ce bon peuple, vous votez pour mon candidat et pas pour celui qui vous a arrangé la vie, qui a rendu votre vie plus agréable, moins dangereuse, avec moins de trafiquants. Non, vous votez pour celui-ci. Et moi, ce qui me fascine le plus, c'est que les gens votent, suivent les injonctions de Trump. Donc, moi, je me dis, en Europe, qu'est-ce qui va nous décider? Est-ce qu'on va suivre aussi ces injonctions? Karim Yayaoui, Patricia Lémonière l'évoquait, le deux poids deux mesures aussi. Comment l'électorat républicain, si sensible justement aux sirènes sécuritaires de Donald Trump, peut-il considérer aujourd'hui la libération d'un homme condamné pour trafic de drogue à 45 ans de prison? Encore une fois, c'est pas pour rien. C'est tout simplement incompréhensible pour notamment les électeurs de Donald Trump, mais pour tout le monde, puisque cet homme incarne ce que Donald Trump est en train, soi-disant, de combattre du côté du Venezuela. Et clairement, on sent bien qu'il n'y a pas du tout de logique là-dedans, si ce n'est qu'il appartient au même parti que l'homme que Donald Trump soutient. Voilà. C'est largement élu à la tête du pays, oui. Clairement, donc pour en revenir sur le nombre d'interventions américaines, il y a un politologue américain qui les a recensées, c'est assez intéressant. Entre 1816 et 2011, il y a eu 120 départs forcés de dirigeants qui ont été en quelque sorte décidés par les Américains. Et donc cette logique-là s'impose de plus belle avec Donald Trump. C'est assumé ouvertement. Voilà, c'est ça la grosse différence. C'est que par le passé, c'était des opérations plus ou moins discrètes. On se souvient qu'en 1954, il y a 3
présidents qui ont été chassés du pouvoir. Un premier parce qu'il s'opposait à la United Fruit Company. Les suivants ont été choisis par les Américains, mais ils ne faisaient pas l'affaire. Donc on les a aussi virés. Mais à chaque fois, c'était par des opérations relativement discrètes, même si on savait que la CIA était dans le coup. Là, Donald Trump arrive et il dit « Oh, bah, il va y avoir des opérations spéciales, des opérations secrètes de la CIA au Venezuela ». Il l'annonce devant tout le monde, ce qui a beaucoup fait rire les Vénézuéliens d'ailleurs. Donc c'est ça la grosse différence. Et on a l'impression qu'il ose tout, notamment libérer, gracier un homme qui a semé en quelque sorte la terreur du côté du Honduras. À son époque, les gangs ont explosé, l'insécurité a battu tous les records et la drogue justement s'est déversée du côté des États-Unis sans interruption pendant quasiment 8 ans où il était au pouvoir. C'est une période pas très lointaine son règne s'est achevé en 2022 et voilà, arrestation par la suite. Merci beaucoup Patricia Lémonière, Karim Yayaoui. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel revient dans un instant et on se penchera justement sur cette rencontre à Moscou entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine. Restez avec nous.